Ce podcast est le fruit de recherches et de discussions libres sur des sujets liés à la culture pharmaceutique. Le but est de créer la conversation et d'en apprendre plus sur des sujets que nous pouvons voir au quotidien. Le contenu de ce podcast n'est pas destiné à remplacer un avis médical d'un professionnel, un diagnostic ou un traitement. En cas de doute, consultez votre médecin ou demandez à votre pharmacien. Bonne écoute. L'Académie présente les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique. Un podcast produit par l'Académie de la qualité efficace. Découvrez avec nous les découvertes qui ont révolutionné notre monde et qui façonneront notre futur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de... On n'a pas encore trouvé de nom podcast. Ça nous viendra certainement, mais on va appeler ça... on avait plusieurs propositions. On avait Good Manufacturing Les vacances Plage, de l'Académie. Les vacances de l'Académie, les recherches des vacataires. Voilà. Donc un Chloé podcast. l'exploratrice. Enfin, bon. Donc, dans ce podcast, on a demandé à ChatGPT de nous trouver une liste des grandes découvertes qui ont changé l'industrie pharmaceutique. On fait des recherches dessus et on vous en parle. Alors, dans Est-ce que l'épisode tu demandes à d'aujourd'hui... ChatGPT de faire tes listes de courses aussi? Mais... c'est pas très efficace. Mais c'est vrai que tu peux lui demander ce qu'il y a dans ton frigo et il te fait des repas. C'est pas cool. Enfin, on n'est pas là pour parler de ChatGPT. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va regarder les recherches de Romain. Alors Romain, donc avec moi, oui, donc évidemment Romain. Romain, t'es prêt? Je suis prêt. Donc pas de hors-sujet aujourd'hui. Avec Romain, Chloé. Chloé, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toujours. Super. T'es prête à apprendre quelque chose? Oui, très très prête. Bon. Ça va dépendre de Romain, ça, hein, par contre. On sait pas trop. Va. Bon allez Romain, c'est à toi. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, du coup, on avait fait un tirage au sort hier et j'avais eu la découverte des bêta-bloquants. Très bien. Ah bah merde, j'en parle un peu dans le mien. Crotte. Bon voilà, c'est encore bien consulté. Parfait. Alors, les bêta-bloquants. Donc voilà, sachez que je ne savais pas du tout ce que c'était avant de faire ce dossier. Donc au moins, moi j'ai appris quelque chose. À voir ce qui en sortira derrière. Alors, d'où ça remonte? Du coup, si on veut remonter aux premières recherches qui ont permis d'aboutir aux bêta-bloquants, il faut remonter à presque 100 ans maintenant, parce que c'était vraiment donc début des années 1900, où là les chercheurs ils ont commencé à étudier, enfin ils cherchaient comment fonctionnaient les catécholamines. Yes. Alors, est-ce que vous connaissez les catécholamines? Oui. Non. Voilà. Tu les connais sans les connaître. En fait, donc le catécholamine, ça va être notamment l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine. Voilà. Typiquement, c'est les plus connus des catécholamines. Et du coup, les chercheurs savent savoir comment, quel était leur mode d'action dans le corps. Et il a fallu attendre. Enfin, déjà l'idée à l'époque, c'est ils envisageaient qu'il y avait des structures qui ressemblaient un peu à des récepteurs et que c'était comme ça. Enfin, quand les molécules se liaient à ces récepteurs, c'était comme ça que se faisait leur action pharmacologique. Mais il a quand même fallu attendre 1948 pour que Raymond Alquist publie une étude qui permette de conclure sur le fait que effectivement les catécholamines agissaient bien sur des récepteurs et qu'il y avait donc deux types de récepteurs, les alpha et bêta récepteurs. Et donc que ces récepteurs, en fonction du récepteur sur lequel les catécholamines agissaient, on avait des réponses différentes de la part du muscle cardiaque. Donc ça, voilà, 1948. Donc c'est ça qui a pavé la voie, du coup, pour les recherches sur les bêta-bloquants. Et après,
il a fallu attendre encore 10 ans, donc en 1958, c'est là que le premier bêta-bloquant a été synthétisé. Et il s'agissait du dichloroisoprénaline. Donc en fait, c'est un dérivé de l'adrénaline. Vous avez l'adrénaline, l'isoadrénaline, qui est donc, il y a un cycle avec 2 alcools et une amine. Et la dichloroisoprénamine, on remplace les fonctions alcool par des chlores, et voilà, on obtient la dichloroisoprénaline. On sent le chimiste, là. Ah oui, j'y reviens toujours, je peux pas m'en empêcher. Voilà. Et apparemment, cette molécule a été découverte par sérendipité. Ah, encore un truc. Encore un truc un mot que j'ai appris encore aujourd'hui. C'est vrai ? Ouais, j'avais déjà entendu, mais je savais pas exactement ce que c'était. Donc la sérendipité, c'est quand on fait une découverte par hasard et que derrière ça a des implications de fou. Bah c'est pas vraiment le hasard, c'est un mélange de hasard et c'est un peu plus spécifique que le hasard, non ? Bah c'est pas ce qu'on cherchait, mais on tombe quand même dessus, quoi. En fait c'est ça. En fait tu trouves un truc au pif, mais tu te rends compte qu'en fait c'est vachement utile. C'est un mélange de hasard et de préparation, quoi. Donc sûrement, en gros, que c'était pas pour ça qu'il synthétisait cette molécule, mais il s'est avéré qu'elle avait ces propriétés-là. Et donc en fait, quelles sont les propriétés donc de la dichloroisoprénaline et donc des bêta-bloquants ? C'est qu'elles vont venir se fixer sur les récepteurs donc bêta 1 et bêta 2. Donc les bêta 1, c'est les récepteurs cardiaques et bêta 2, les non cardiaques. Mmh. Et du coup, en se fixant sur ces récepteurs, elles vont empêcher que les catécholamines, donc l'adrénaline, la dopamine, etc., elles viennent se fixer sur ces récepteurs et donc déclencher leurs effets habituels. Et vu que, ça vous le savez sûrement, l'adrénaline et tout ça, ça a pour effet de faire augmenter le rythme cardiaque et tout. Si tu les empêches de se fixer, tu vas réguler ton rythme cardiaque et ta pression artérielle. Et c'est comme ça que fonctionnent donc les bêta-bloquants. Et donc si, comme je vous l'ai dit, ils se fixent sur les bêta 1 qui sont les récepteurs qui influent sur le muscle cardiaque et les bêta 2 par contre qui eux influent sur les vaisseaux et les bronches. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir des effets secondaires sur les bêta-bloquants qui vont être bronchoconstricteurs notamment, qui fait que c'est pas conseillé d'en prendre en cas d'asthme. Voilà. C'est dommage, on aurait vraiment dû faire mon épisode avant, ça aurait été vachement mieux. Bon, on les publiera dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'était vraiment le tout premier qui a été synthétisé, mais par contre, il pouvait pas être utilisé en tant que médicament. Sûrement parce qu'il y avait des chlores dessus et que le chlore c'est pas très bon. Et en fait, en parallèle de ça, il y avait donc un Écossais, James Black, yes. Voilà, qui lui faisait des recherches sur un médicament qui permettrait de réduire les douleurs des angines de poitrine. Donc les angines de poitrine, c'est en gros c'est une douleur thoracique qui vient pendant l'effort et qui est due à un manque d'apport d'oxygène au myocarde. Ouais, c'est quand t'as trop de cholestérol, enfin plaque d'athérome, c'est un peu tes veines sont trop remplies de faire simple de gras, quoi. Ouais. Et du coup, quand tu fais de l'effort, normalement c'est censé apporter plus de sang et t'en as pas suffisamment et du coup tes cellules cardiaques manquent d'oxygène et c'est là où ça fait mal. Assez mal. Donc lui, son idée à la base, c'était de trouver un médoc qui réduirait les besoins du cœur en oxygène. Et son hypothèse, c'était qu'en bloquant donc l'action des catécholamines, ça réduirait la consommation du cœur en oxygène. Comme il y a les conclusions sur la dichloroisoprénaline qui sont sorties à peu près en même temps qu'il faisait ses recherches, il s'en est inspiré pour créer du coup un vrai candidat médicament qui était le pronétalol. C'est quasiment la même chose que la structure de la molécule, c'est quasiment la même chose que la dichloroisoprénaline, sauf que à la place des 2 chlores, il a mis un cycle aromatique. Et tout d'un coup, bim bim, ça devenait un médicament potentiel. Ils ont fait des premiers essais, des premiers tests. Donc, il s'est quand même avéré que le pronétalol, ça provoquait des tumeurs au thymus sur les souris. Mais bon. Ils l'ont quand même commercialisé en 1963.
donc sous le nom de Alderlin ou Alderlin, je sais pas, et qui est donc le premier bêta-bloquant commercialisé, qui était efficace donc contre les angines de poitrine et certaines formes d'arythmie. Mais par contre, voilà, pour les débuts, il était prescrit que dans les cas de, on va dire, de vie ou de mort, parce que bon, c'était quand même potentiellement cancérigène, donc ils ont pas inondé le marché avec ça, quoi. Mais James Black, il a continué ses recherches jusqu'à aboutir donc à cette fois au propranolol, qui s'est avéré avoir une meilleure efficacité et beaucoup moins d'effets secondaires que du coup le premier, et qui deviendra un best-seller. Ouais, énorme truc le propranolol. Ouais. Voilà, là ils ont vraiment arrosé, inondé le marché, et donc best-seller des médicaments cardiaques, donc qui permettaient de soigner donc vraiment beaucoup de maladies cardiaques, donc les angines de poitrine, l'arythmie, l'hypertension, enfin voilà. Et sachant que c'était une prévalence de fou, enfin il y avait énormément de gens concernés, donc c'est pour ça que ça a vraiment été c'est toujours le cas, hein. C'est toujours très très vendu, hein. Enfin ça c'est un truc. J'ai vu toujours... que ça avait été détrôné par le Ténormin, je sais pas. Ah, le Ténormin. Ouais. Donc dans les années 70, c'est lui qui a pris le dessus, et je crois que le propranolol il est plus trop vendu maintenant. Bah, c'est toujours de l'athénolol, enfin je veux dire. C'est le principe actif, tu veux dire? Ouais. Du coup la molécule qui est dedans, l'API, c'est l'athénolol, et l'athénolol c'est tout, enfin c'est pas très loin du propranolol, quoi. Ah, c'est pas tout à fait la molécule, mais c'est oui. Il s'est fait donc détrôner fin des années 70, mais voilà, ça a quand même valu à ce bon James Black un prix Nobel de médecine en 1988. Yes. Donc bon, cette fois, j'ai pas vu si c'était une femme qui avait trouvé le truc et que lui avait piqué, mais bon, en tout cas, c'est lui qui a eu le prix Nobel. Je crois que lui, il est solide. Enfin, après, c'est James Black qui a écrit en petit et son équipe. De toute façon, il était jamais tout seul pour faire des découvertes. Bah oui. Hein, et il devait y donc avoir lui, ça devait être le mec qui criait sur tout le monde. Et puis, trop bien. Donc voilà pour la découverte des bêta-bloquants et ce que ça a donné derrière. Trop intéressant. Mais c'est marrant parce que c'est une partie en fait de ce que je vais parler juste après, quoi. D'accord. Eh ben j'ai hâte d'entendre ça. Ok. C'est tout ce que tu avais à dire dessus, du coup? C'est l'histoire de la découverte des bêta-bloquants, en effet. Trop bien. Bon bah écoute, merci beaucoup pour cette recherche. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut! Salut! C'était les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique. Au revoir.